Méphiston Red! Méphiston Red! Et sans résultat! Vert. Pas de moi, la plus Ouh. Non. Bienvenue au balado soirée peinture sur ce livre qui n'a pas du tout la couleur d'un Warpstone Glow, mais bon, on va pardonner David. Par contre, mon latte au betterave est rouge. Est-ce Oh mon Dieu! Si la personne qui me l'a fait m'écoute, c'est très bon. Pour ceux qui nous écoutent seulement et qui nous regardent pas du tout, Phil avait pas l'air très convaincu. Bienvenue à l'épisode 126. Donc, on va commencer tout de suite un petit peu dans le vif du sujet. Bon, les gens qui nous écoutent seront sûrement pas surpris d'apprendre que j'ai eu comme un rush dernièrement de Necromunda. Puis que ce rush-là semble pas du tout ralentir. Donc, est-ce qu'on parle aujourd'hui seulement de Necromunda ou est-ce qu'on focus sur Hive Secondus? Je prendrais votre vote, les gars, mais moi, personnellement, j'aurais tendance à focuser sur Hive Secondus. Ouais, là. Ça sonne comme des gens que je n'aimerais pas, que c'est un faux choix. Fait que... Je crois qu'on va y aller pour Hive Secondus, Kevin. Moi, je pense qu'on devrait. David? J'apprécie vraiment ce processus démocratique. Hey, c'est pas de ma faute! J'ai les livres à côté de moi, là. Hey, je veux dire, attends, là. Je suis prêt! Non. Hey, Kevin, c'est non. L'éducateur en toi, c'est pas de ma faute. Ça, je suis sûr que ça passe pas dans ton bureau, là. Essaye une autre approche que là, c'est pas de ma faute, là. OK. Je savais qu'on allait parler de Necromunda. Je me suis préparé depuis un bout de temps. J'ai beaucoup plus de connaissances en Hive Secondus que le reste de Necromunda. Mais je pense qu'il y aurait toujours moyen de parler parler du reste de Necromunda. Mais j'aimerais mieux qu'on parle de Hive Secondus. Ça vous va-tu? Basé sur ça, maintenant que c'est clairement expliqué, parlons de Hive Secondus. Donc, dernièrement, Games Workshop a sorti énormément de produits. Leur dernier personnage de Forge World qui sortent comme, je pense qu'ils en ont sorti à peu près un par mois, si c'est pas 2 fois par mois dernièrement. Les previews qui sortent. En fait, tu parles de plusieurs marques dégueulasses qui me donnent envie de vomir de Necromunda qui ont sorti, genre avec des bras et des tentacules, mais oui, ils ont sorti. Mais ça, c'était la première vague. Ça, c'était les Mouse Train de la première vague. Là, on a eu les Fairymen qui sont dans les plus beaux modèles de 40K que j'ai vus. Ça, oui, ça n'a pas de tentacules et d'empereur avec un bras. On a eu un gros verre avec un bras de Horlock qui sort. Ça, c'est correct aussi, mais c'est pas le même genre de bras. C'est pas le même genre de verre. Non. Trop tard, David. Trop tard. Qui honnêtement, quand je disais tantôt que je connais beaucoup plus Hive Secondus que je connais Necromunda en tant que tel, je savais que c'était un bras de Horlock, mais j'avais aucune idée que le gros ver de terre qui était le modèle en tant que tel, c'était dans les 2 lacs. Ça, j'aurais jamais pu deviner qu'il était attaché à une faction. Moi, je pensais que c'était genre... Ouais, c'est un gros ver. Un gros ver qui sort du sable ou whatever, là, mais non, il semblerait que c'est une créature pour les 2 lacs. Mais là, c'est beaucoup dans Hive Secundus, mais t'es sûr que c'est pas plus dans Hive Primus? Ça me touche ce que tu dis. Ouais. Hive Primus. Fait que là, tu veux que j'aille là. Non, mais c'est que c'est jeu de mots. Ça fit, mais ça a dans le lore aussi. David était pas prêt. Ben non, il était pas prêt. David était pas prêt. Bon. On va partir de la base. C'était pas Primus. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Phil est en feu! C'est clair. Phil s'est dit, il n'y a pas de temps à perdre, il reste 2 heures de charge gros max sur mes écouteurs. Fait que je vais sortir les jeux de mots en commençant. Oh! Le fond de betterave était moins impressionnant. Non, mais il y a des petits motons dedans. Fait, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent, Phil, en ce moment, vient de vivre ce que vous pouvez vivre si vous êtes inattentif puis vous buvez votre coupe d'eau sale de peinture. Ça peut filer exactement de la même façon. Fait que faites pas ça. Non, mais c'est un peu plus crémeux. Oh my God. On va perdre David. On va
perdre. Fait que, je vais faire du pont un peu sur qu'est-ce que Phil mentionnait un petit peu plus tôt. Dans le fond, c'est pas pour rien que ça s'appelle Hive Secondus. C'est que, way back when, je me rappelle pas du nom que la planète de Necromunda avait. Là, il y a des gens qui vont caler des spoilers de l'Horus Heresy. On va pas là. Ouais. C'est pas bon, ça. On va pas là. Ouais. Non, on va pas là. On va pas là. On Ok. va pas là. Necromunda avait un autre nom avant. Tous ceux qui pensent à l'Horus Heresy ont ce nom-là. Il y a eu un autre nom après, qui n'était pas Necromunda. Et Hive Primus, c'est le nom de la Hive prioritaire. Et les légendes disent que Hive Primus et Hive Secondus ont été construits à peu près en même temps, dans la même ère, à peu près dans le même moment. Ils étaient deux civilisations humaines très, très, très prospères. Une était plus au niveau de tout ce qui était de la production, l'économie, ce que vous pouvez imaginer d'un monde humain qui produit. Puis Hive Secondus était plus un bastion de connaissances, de culture, d'art, là où il faisait bon vivre, on va dire. Et durant tout le Age of Strife, donc pour ceux et celles qui connaissent un peu leur Warhammer 40 000, il y a eu un temps où est-ce que l'humanité a prospéré, ont découvert l'univers, et c'est comme ça que la planète de Necromunda a été populée, sensiblement. Il y avait un autre nom, on se rappelle. Mais cette planète-là a été populée, puis plein d'autres ont été populées. Pendant le Age of Strife, l'humanité a été coupée d'à peu près tout le monde autour. Et à ce moment-là, la planète de Necromunda, c'est beaucoup, avec un autre nom à ce moment-là, c'est beaucoup basé sur leurs propres ressources, comme tous les autres mondes humains un peu partout. Et Hive Secondus a prospéré comme étant un endroit où la technologie se développait jusqu'à un certain point. Ils ont développé... on parle pas de Prospero, on parle de prospérer. Et c'est super bon que tu le mentionnes parce que je m'en allais dire, pour ceux et celles qui ont envie de pouvoir se figure out une différence entre Hive Primus et Hive Secondus feel un peu comme un monde comme Prospero avec les Thousand Suns puis Magnus à la tête de ce monde-là qui vise les livres, la connaissance, la communication, la culture, l'art. Ça feel aussi Wordbearer, mais moins religieux. Et Hive Primus était beaucoup plus basé d'un côté, mettons, Imperial Fist, à la limite, ou un monde plus comme Perturabo, Iron Hands, où est-ce qu'on est beaucoup plus proche des légions qui sont, on accomplit des tâches, on veut des résultats, on produit des choses, on produit de l'armement, on produit de l'économie, on produit des troupes, ce qui est tout à fait nécessaire. Tu sais, les deux vivaient chacun avec leurs propres tâches, puis leur propre rôle dans cette planète-là. Mais, à un moment donné, Age of Strife passe, l'Imperium part en grande croisade et les Imperial Fist découvrent Necromunda, on va l'appeler comme ça à ce moment-là. Necromunda est découvert par les Imperial Fist. Une grosse guerre s'ensuit. Ceux et celles qui sont peut-être pas au courant. L'Imperium n'avait pas tendance à négocier bien longtemps. Fait que t'embarques dans le bateau ou t'embarques pas. Puis si t'embarques pas, tu vas payer pas. Donc, à ce moment-là, Necromunda est conquéri par les Imperial Fist et devient un bastion qui appartient un petit peu aux Imperial Fist. Et là, on voit on va dire, mettons, la décrépitude de l'univers de Warhammer 30 000 vers Warhammer 40 000, où est-ce que là, on perd des connaissances, où est-ce que le Mechanicum prend de plus en plus de place dans le but d'arrêter le développement. Une chose très importante ici, Hive Primus continue à avoir son rôle, Hive Secondus aussi. C'est dur d'être un univers rempli de connaissances et de culture quand il y a un oppresseur qui s'appelle l'Imperium. L'Imperium a découvert que dans Hive Secondus, il y avait des Data Crystals. Les Data Crystals étaient un moyen de storer de l'information de façon condensée et qui date de avant le Age of Strife. Donc, on a des connaissances humaines qui valent tellement cher qu'on ne peut pas mettre ça dans les mains de n'importe qui. Donc, on crée une guilde, qui sont les chrono... Je vais les appeler les Chronomancers. Je pense pas que c'est vraiment ça leur nom. Là. Je ne me rappelle pas exactement du nom. Mais des chrono whatever. Merci David de faire la recherche. Je vois tes yeux d'inquisiteur. Il y avait des parties. Ouais, c'est ça. Et les responsables de ces cristals-là deviennent des gens neutres, mais qui ont toute l'information nécessaire pour détruire n'importe quel house de Necromunda, avec seulement un peu d'information. Donc, vous pouvez comprendre qu'il fallait absolument les protéger le plus possible. Oh, t'as l'air de ne pas avoir trouvé, David? J'ai trouvé Ordo Chronos, mais j'ai comme un doute. Ouais. Ordo Chronos? Oui, ça a bien du sens.
Et dans toute cette oppression-là, l'univers de Hive Secondus se retrouve un petit peu chamboulé. Parce que, eh bien, là, on est rendu dans l'univers de Warhammer 40 000. Ici, on a passé là, tout le 10 000 ans entre les deux, là, toute l'équipe. Ben, il y a un culte qui se lève dans Hive Secondus. Il y a un culte qui fait sa place tranquillement. Gentiment, il trouve des droits des travailleurs, il rencontre des gens, et il leur explique la bonne nouvelle, il leur explique que des fois, il y a des gens qui ont plus que 2 bras, puis c'est des bonnes personnes. Vous aurez compris que ce que j'essaie de dire, c'est que le culte Genestealer Cult prend sa place sans racine dans Hive Secondus, et là, on commence à voir les gros problèmes commencer à éclater. Donc, l'endroit qui était basé sur tout ce qui est connaissance, développement, culture, art, se voit maintenant un peu dépossédé de son droit de choisir quoi que ce soit, parce que tout d'un coup, il y a de plus en plus de Genestealers qui prennent de la place. Là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est facile! Il y a trop de Genestealers! Envoyez des kill teams! Envoyez la Death Watch! Ça a été essayé. Un missile Exterminatus. Et ils ont envoyé assez de troupes pour pouvoir essayer de faire la job, mais pas trop, parce que tu veux pas que l'Imperium en entende trop parler. Si l'Imperium en entend trop parler, il pourrait caler un Exterminatus. Donc, même les dirigeants de la House Elmore décident de garder des informations pour eux. Donc, ils utilisent leurs contacts dans le but d'aller chercher des Space Marines. Envoie-moi un petit peu d'Imperial Fist. Envoie-moi un petit peu de Death Watch. Envoie-moi un petit peu de Kill Team, là. On va essayer de régler ça. Envoie des Guardsmen. Envoie des Guardsmen. Ah, tout d'un coup, il y a de plus en plus de Genestealer. On comprend pas pourquoi. Il y a de plus en plus de Brood Scum. On comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de plus en plus d'humains avec des shotguns, avec un front, avec des cracks dedans. C'est pas trop clair qu'est-ce qui se passe. Ben, le problème devient trop gros. On l'a caché trop longtemps. On a besoin de trouver une solution qui va régler le problème de l'intérieur. Là vient Hermiatus, le plus beau modèle que Forge World a fait. Pour ceux et celles qui ont besoin d'une image en ce moment, là, c'est le modèle de Forge World avec un culte Mechanicus, un Tech Priest, avec un petit Genestealer. Ben, cette figurine-là représente un humain qui était déjà vivant avant, un membre du Mechanicus qui s'appelait Hermiatus. Lui a été convoqué et s'est proposé comme étant le sauveur de Hive Secondus. Il va trouver le remède au Genestealer Cult. Il se fait donner carte blanche, il se fait envoyer dans les tréfonds des laboratoires de Hive Secondus et il a carte blanche pour pouvoir trouver ce qu'il veut. Il a tout l'argent qu'il veut, il a tout l'équipement qu'il veut. Même, semblerait, la légende dit, qu'il aurait même eu droit à avoir un Genestealer sur sa table d'opération. Bon. J'ai-tu besoin de vous dire que ça se passe pas bien quand tu as un Genestealer trop proche de toi? Pas trop clair qu'est-ce qui s'est passé, mais à un moment donné là-dedans, Hermiatus a comme eu l'idée de dire que s'il pouvait disséquer les gènes du Genestealer, il pourrait peut-être trouver un moyen à travers différentes transfusions, à travers différentes connexions, s'il se liait à cette créature pour pouvoir réussir à éradiquer le Genestealer Cult. Ça sent l'hérésie, ça. Mais quand je vous disais qu'il fallait pas que l'Imperium soit trop au courant, là, des affaires louches qui se passaient. Hermiatus fait son move. Ça avait un bon fond. Ben oui, le but, c'était, ça nous prend un remède pour soigner les humains. Ça nous prend un remède, et le remède doit être à l'intérieur de la créature. Tout comme, durant un certain temps, les gens ont découvert que le venin des serpents pouvait avoir des propriétés médicinales. Ben, ça part de l'intérieur du serpent, ça. C'est un petit peu le thinking de Hermiatus. Bon, le problème, c'est que comme tout culte Mechanicus, peut-être qu'il se pensait comme plus important que ce qu'il était, puis plus intelligent que ce qu'il était, il a fait un move de trop. On n'est pas trop sûr qu'est-ce qui s'est passé, mais pas longtemps après, il y avait peut-être d'autres cobayes Genestealer. Il y avait peut-être d'autres cobayes qui traînaient autour, puis les cages se sont tout d'un coup ouvertes. Les bocals ouverts, libérés, mais le Genestealer Cult reprend le dessus, mais de façon beaucoup plus grande et de façon beaucoup plus faramineuse. Et là, tout d'un coup, c'est pas trop clair, mais il semble plus organisé. Il semble plus capable de communiquer et qui vont maintenant prendre le dessus complètement et c'est impossible de récupérer quoi que ce soit. Donc, House Elmore call non pas un Exterminatus,
hein? Parce qu'on veut préserver la planète. On se rappelle, il y a des data crystals là-dedans. C'est vraiment important de le comprendre parce qu'à quelque part, tu ne veux pas détruire Hive Primus, tu ne veux pas détruire Hive Secundus qui contient des data crystals parce que ces data crystals-là, c'est bon pour toi, puis c'est bon pour ton économie, puis c'est bon pour ta réputation en tant que noble house. Fait que tu veux pas détruire ça. Bon. Faut arriver au point où est-ce qu'il va peut-être falloir faire des sacrifices. Donc, il bombarde Hive Secundus. Et pour être sûr de finir la job, bombarde Hive Secundus avec des bombes gravitationnelles. Dans le but de collapse tout ce qui est à l'extérieur vers l'intérieur et tout enterrer ensemble en se disant il n'y a rien qui va survivre à ça. Ben, vous aurez deviné que si Necromunda Hive Secundus existe, c'est parce que probablement qu'il y a quelque chose qui a survécu, right? C'est là qu'on est rendu. Fait que là, j'ai fait un petit résumé 15 minutes à peu près là, de plusieurs romans et livres de campagne. On avait déjà parlé, ouais, c'est ça, on avait déjà parlé du lore et tout, mais là, mettons que si là on y allait sur c'est quoi après ça que ça l'a généré en toi primusement et comme idée de campagne? Primusement? Ouais. Moi, honnêtement, je pense que j'ai déjà mentionné dans un épisode auparavant, mais Necromunda, c'est quelque chose que je voyais du coin de l'œil, que je trouvais que les modèles étaient cool, mais le principe de gang versus gang m'a jamais vraiment intéressé. C'est peut-être parce que ça fait partie de ma job, je sais pas. Mais je suis juste comme, OK, whatever. Mais le principe de Hive Secundus, qui est dans le fond, oui, on va tous s'entretuer parce qu'on veut essayer de trouver notre place dans l'univers, dans la hiérarchie, dans l'économie, dans l'influence, dans le prestige, dans le politico-social. Correct. Mais rajoute à ça la couche qu'il y a des bébites que tu vas pas pouvoir raisonner. Il y a des bébites que tu pourras pas acheter. Il y a des bébites que tu pourras pas employer. Puis la dernière personne qui a essayé de les contrôler, ben, elle a pas réussi. Fait que t'es pas plus intelligent qu'Hermiatus. Si t'essayes, tu risques de tomber dans le même problème qu'Hermiatus. Ce qui veut dire que tu vas faire partie du culte, toi aussi. Fait que je trouve très intéressant l'idée qu'il y ait un Big Bad Evil. Même principe que dans Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, j'aime que Abaddon existe. Dans Warhammer 30 000, dans Horus Heresy, j'aime que Horus existe. J'aime qu'il y ait un Big Bad Evil qui n'est pas omnipotent, mais clairement qui a beaucoup plus de ressources, puis est clairement beaucoup plus expérimenté que toi. Ou imprévisible, ou méchant, ou name it. OK? J'aime ça. Ça fait en sorte que de bâtir des histoires autour de ça, pour moi, ça fait que les choses sont effervescentes. Il y a toujours quelque chose à raconter. Puis il y a toujours une influence d'en haut qui peut peser sur en bas. Tu sais? Fait que, c'est ça. Ça rajoute une dimension fantastique, pour moi, à Necromunda, qui est un peu surnaturelle. L'univers de Hive Secundus est très horreur et très psychique. Dans Necromunda, on est beaucoup dans drogue, dans augmentation physique, dans alcool, dans greffe, dans pauvreté, dans la puissance, dans la force, la rapidité. Je trouve qu'on est beaucoup dans le biologique. Ben, on est dans le biologique puis dans le physique, quasiment dans le réel, quasiment. Ben, c'est le cyberpunk de Game Workshop, dans le fond. C'est vrai, exactement. Ouais. Là, on est en train de péter ton fourth wall quand ça tombe dans le plus réaliste. Oui, mais c'est surtout parce que quand c'est trop réaliste, je peux apprécier, mais ça m'inspire pas long terme. Je vais dire ça comme ça. C'est la raison pour laquelle est-ce que j'aime les univers comme Warhammer Fantasy avec les rivalités entre les High Elves et les Dark Elves. C'est des peuples extrêmement similaires, mais qui ne s'expriment pas du tout exactement de la même façon, qui n'ont pas du tout le même impact sur l'univers autour d'eux, puis que si tu les enlèves, tu dois enlever une partie de l'univers au complet. Parce qu'ils ont tellement eu d'impact sur ce qui existe autour d'eux, ça devient un élément de comparaison. On en a déjà parlé dans un épisode où on parlait de c'est quoi le rôle d'un humain dans un univers fantaisiste. Ben, si l'humain, c'est la base que tout le monde peut se référer autour, l'elfe, c'est le demi-dieu que les gens ils idolâtrent ou ils détestent, ou à la limite, c'est... Exactement. C'est l'inatteignable montagne de ça se peut pas. C'est juste trop surnaturel. Ben, le Gene Stealer, c'est un petit peu ça dans Hive Secundus. Ouh! Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent en ce moment, Phil nous a sorti un modèle de Gene Stealer.
Mais ouais, fait que j'aime beaucoup ça. Puis Hive Secondus a sorti je vais utiliser encore les High Elf et les Dark Elf comme étant une comparaison, ou les Space Marines puis les Chaos Space Marines, ou les Loyalistes puis les... Là, il y a Genestealer Cult puis il y a les Mouse Train. Ils sont pas alliés. Le Mouse Train, c'est un peu comme une peste qui vient affecter le gène des Genestealers, qui vient corrompre. Hermiatus a réussi en quelque sorte. Hermiatus, est-ce qu'il a réussi ou est-ce qu'il était en route vers faire quelque chose puis ça a été arrêté puis il s'est pas rendu? Parce que, long story short, le Genestealer Cult fonctionne habituellement sur différents cycles de génération. Fait que le Genestealer va infecter quelqu'un qui va avoir son premier enfant. Le premier enfant va paraître humain avec des petits défauts ici et là. L'autre génération d'après va avoir un petit peu plus de défauts, puis après ça, on a un élu, mettons. Ça, c'est comme les 4 générations du Genestealer Cult. Le Mouse Train, c'est chaotique. Il y a pas de 1, 2, 3 générations. C'est le bébé qui naît pourrait être un Genestealer déjà. Ou un Brood Scum, un humain avec des défauts de Genestealer. Puis ils sont quand même tous liés comme le Genestealer Cult. Puis il y a comme cette espèce d'effet prédatorial, un peu comme un microbe qui essaie de prendre le dessus sur un organisme. Puis je trouve ça très cool parce que les tyrannides, c'est un peu comme l'effet organique qui essaie de manger l'univers. Le Genestealer Cult, c'est ce qui naît dans une planète qui attire les tyrannides à manger l'univers. On va mettre ça comme ça. Puis le Mouse Train, c'est ce qui veut prendre le dessus sur le Genestealer Cult pour pouvoir le corrompre, le dominer et le transformer comme eux. Fait que le Mouse Train peut transformer un Genestealer d'un Genestealer Cult en Mouse Train Genestealer. Et au-delà de ça, les Mouse Train Genestealer dans Hive Secondus, dans le fond, les Genestealers vont envoyer un signal aux tyrannides pour pouvoir dire « venez ici ». Les Mouse Train envoient un signal, malgré eux possiblement, qui dit « viens pas ici ». Yeah. Un peu comme si l'organisme des Genestealers, l'organisme des tyrannides, était prédéfendu, un peu comme des globules blancs, genre, était comme prédéfendu contre le Mouse Train pour éviter d'aller vers le membre qui est gangréné. Moi, ça me fait capoter, ça. Je trouve que c'est tellement cool parce que tu peux aller n'importe où avec ça. Mais la description que tu donnes, puis je suis retourné voir les images parce que ça me sonnait une cloche. Là. Tu regardes les pics qu'ils ont sur eux, ça ressemble aux champignons là. Oui! Qui transforment les bébites en zombies là. Oui! Oui! C'est comme des spores. Ouais. C'est comme des spores qui créent une autre sorte de vie. Ouais. C'est une très belle analogie. J'avais pas pensé aux champignons, mais ça me faisait penser à des fungus. Mm-hmm. Comme par exemple les nouveaux modèles des Sylvanettes qui ont sorti avec Warcry. Je trouve qu'il y a une très grande similitude au niveau du look sur comment la corruption se présente sur le modèle entre une dryade corrompue puis une dryade pas corrompue. Puis le Genestealer puis le Genestealer corrompu Mouse Train. Ouais. Je trouve qu'il y a un rapport quasiment égal à égal. Puis les légendes disent que possiblement que les Mouse Train sont encore plus psychiquement puissants. Mais c'est cauchemardesque. C'est... quand tu vas profondément dans Hive Secondus, ce qu'il te raconte, c'est qu'à un moment donné, tu vas dans Hive Secondus puis tu vas dans les Underhells. Et plus tu vas profond dans les Underhells, plus tu peux sentir la pression psychique dans l'atmosphère. Qui est un peu comme une brume lourde. Mais ça, c'est du potentiel psychique qui est libéré par le alpha, par la présence de beaucoup de Mouse Train. Puis il y a des gens qui vivent là-dedans. Là. Les Brood Scum, ils vivent là-dedans. C'est des humains qui vivent, qui ont une société, qui vivent là-dedans. Et je vais passer, on parlait de campagne tantôt, là, mais dans la campagne de Book of Desolation,
on te donne des règles sur comment faire une gang mouse train ou une gang qui est corrompue mouse train. Fait que tu pourrais faire une gang qui narrativement est allée dans les Underhells, une gang de Escher par exemple, qui est descendue dans les Underhells dans le but d'aller chercher des Data Crystals, dans le but d'aller chercher des artefacts, de l'or, de l'argent, du prestige, whatever, qui a réussi à se rendre jusqu'à un certain point, qui, comme beaucoup de gangs, est allé un peu trop loin, a trouvé ce qu'il avait de besoin, ont voulu ressortir, tout d'un coup, la ruche, on va appeler ça comme ça, la ruche s'est réveillée, puis là, les mouse trains les entourent. Les mouse trains ont la capacité magique de sortir de n'importe quel coin sombre, de n'importe quelle grille qui ne devrait pas laisser passer quelqu'un de leur grosseur. C'est quasiment comme s'ils étaient fait plus de peau et d'eau, et non pas d'os, d'eau, qu'ils étaient fait d'ossements et de limitations physiques. C'est presque surnaturel leur capacité à pouvoir passer dans des petits trous ou dans des cracks. Fait qu'ils vont avoir tendance à donner un sentiment de sécurité aux gangs, puis ensuite ils vont les manger. Mais, puis là on a une belle histoire, là. Je ne sais pas si on va avoir le temps de la lire, là, mais je le suggère à tout le monde. Ici, dans les premières pages, d'un ganger avec sa gang qui descend dans les Underhells, qui se retrouve dans une situation où est-ce qu'il devrait être assassiné à la fin. Genre, sa gang se fait tout détruire. Sherlock se fait tout détruire. Puis à la fin, il est seul à seul, face à face avec un Mouse Train Gene Stealer. Puis le Mouse Train Gene Stealer, le Horlock s'attend à mourir. Puis finalement, il n'y a personne qui le transperce. Mais quand il arrive pour crier, il y a une langue qui rentre dans sa bouche. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et ce qu'il essaie de démontrer par là, c'est que, mettons, ta gang de Escher, elle serait descendue, elle veut ressortir, ça se passe pas comme qu'elle veut. Il y en aurait peut-être quelques-unes là-dedans qui seraient pas tuées, qui seraient transformées en mouse train. Ouh. Et là, dans les règles, il te donne la capacité de créer ta propre warband de mouse train qui viennent de là. Fait que tu perds des éléments de ta gang de house, parce que tu n'es plus une Escher, par exemple. Tu fais partie du culte mouse train. Donc, tu gagnes d'autres avantages, puis tu perds des avantages. Puis là, ben, il t'encourage à faire du kit bash, puis à modifier tes affaires comme que tu veux. Puis là, tu peux faire des mutations. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au culte du chaos qu'on avait dans un des livres de Necromunda, là, qui était sorti il y a plusieurs années. OK. Où est-ce qu'il t'invitait à faire des cultistes, mais tu fais payer des points pour pouvoir aller chercher des bras de plus, pour pouvoir aller chercher un œil de plus. Fait qu'il te donne des outils sur comment customiser. Fait que soit tu peux payer des points pour le représenter sur un modèle, soit tu peux le représenter sur un modèle et après ça payer les points. Fait que tes modèles font ce qu'ils représentent. Moi, je trouve ça mal. Mais c'est un peu la même affaire de Petit Necromunda, c'est juste que toi, ça te parlait moins le concept de gang, tu fais juste ramasser des guns et aller chercher des stéroïdes. C'est le même concept. Mais plus proche de Warcry et des affaires de même. De limitation. Oui, c'est exactement le même concept que qu'est-ce qui existait parce qu'il y a quand même un market. Mais dans le market, dans Hive Secondus, ils changent les choses. Fait que même les gangs Mouse Train n'ont pas accès exactement aux mêmes affaires que leur gang devrait avoir le droit. Attends, il est où ton market? Ah! Je suis content que tu me poses la question. Je vais essayer de le représenter, là, parce que là, je le dis, mais il y a une map de Hive Secondus. Ouais. Tout le tour de Hive Secondus, il y a un désert de destruction gravitationnelle. C'est presque impossible de pouvoir se rendre à Hive Secondus à moins de savoir où aller, comment y aller, tellement c'est vaste et dangereux. Il y a des gens appelés des ferrymen. Les ferrymen, leur job dans la vie, c'est qu'ils ont trouvé une belle opportunité. Eux, ils sont déjà allés à Hive Secondus, puis ils sont revenus. Puis eux autres, ils connaissent le chemin. Fait qu'ils t'assurent un safe passage, puis ils te guident jusqu'à Hive Secondus. Et c'est eux qui gèrent les poulies, les grues, pour pouvoir te descendre dans Hive Secondus. Tout ce qui est trouvé dans Hive Secondus, ou ce qui est trouvé des gens qui traînent quand ils sortent de Hive Secondus, puis qui survivent semi, mettons, là. Ben, tu peux créer un système d'économie. Tu peux créer un système de trade. Et les premiers layers, il y a des gangs qui se sont installés là. Parce qu'il y a relativement une certaine paix. Il y a
il y a encore des éléments de décor de l'ancienne civilisation dans lesquels est-ce que tu pourrais trouver un shelter. Fait qu'il y a des gangs qui se sont installés pour faire des pockets de résistance pour pouvoir se reposer puis redescendre après. Fait qu'il y a un market qui s'est créé, là, mais c'est pas le même market nécessairement que tu trouverais dans Hive Primus, par exemple, qui est un des Hives utilisés dans les histoires de Necromunda, par exemple. C'est plus un market de Secundus Horde. Bravo. Bravo. Mais là, parce que les gens, puis pour moi qui ai oublié encore une fois, fait tout ce que tu retires de ça, c'est dans le fond, c'est le livre de la boîte d'Hive Secundus, puis le livre de campagne qui ont sorti après, dans le fond. Dans le fond, dans la boîte de Hive Secundus, tu as ce livre-là. Mm-hmm. C'est un livre dans lequel tu as toutes les règles de Necromunda qui sont updatées à jour. Fait que tu as tout là-dedans. Ouais, comme ils font dans chacune de leurs boîtes. Ou presque. Si tu prends si ma mémoire est bonne. Oui, mais parce qu'à un moment donné, oui, ils ont fait comme une boîte entre deux, mais en général, oui. Mais là, tu as le lore de Hive Secundus, puis là, après ça, un peu comme la campagne qui avait amené à la destitution de Lord Elmore. Mais là, tu as un livre de campagne, je pense que c'est de celui-là que tu parles, toi, qui a suivi cette boîte-là. C'est la map dont je parlais tantôt. Là. Fait que dans le livre de Hive Secundus, tu as tout le lore dont tu as besoin pour pouvoir t'inspirer de Hive Secundus. Mais les règles de campagne qui sont dedans sont seulement des règles de campagne pour les Vansar Tech Hunter, les Spire et les Mouse Train. Parce que c'est une campagne self-contained. C'est vraiment juste ça. Fait qu'ils te mettent plein de limitations, plein d'affaires cool, mais c'est vraiment juste pour ça. Ils ont sorti ensuite Book of Desolation. Book of Desolation, ça, c'est le livre de campagne que tu achètes quand tu veux faire ta propre campagne avec ton lore dans Hive Secundus. Mm-hmm. Là-dedans, tu vas avoir des règles spéciales, des markets, des weapons de plus, le lore de certains personnages avec les stats. Fait que, mettons, Hermiatus. Là, Forge World nous l'a spoilé un peu, mais en gros, Hermiatus, son surnom, c'est The Second Son. Le culte de Gene Stealer, qui a été transformé en Mouse Train, c'était The Cult of the Second Son. Et Hermiatus, second du nom, parce qu'Hermiatus a été tué par l'Inquisition. Okay? Hermiatus, il est mort. Spoiler alert. Là. Hermiatus, quand il a été pogné, il est parti de Hive Secundus avant de se faire bombarder. Son avion, il a crashé, puis il a été exécuté publiquement. Fait ils ont fait un exemple avec. Mais on ne sait pas pourquoi. Les Gene Stealer, Mouse Train, ont recréé un Hermiatus. C'est un peu leur prophète. Hermiatus a des règles. Et il y a même des règles très cool. Tu sais, quand on parle de règles cool narrativement, là, je vais vous sortir ça rapidement. Là. Mais Hermiatus a des règles spéciales par rapport à s'il va joindre ta gang ou pas. Est-ce que tu vaux la peine ou pas? Puis est-ce que peut-être vraiment sa cause ou pas? Bon, il me semblerait que je réussis pas à le retrouver, mais bon, détail. En gros, selon le nombre de réputations ou de crédits que ta gang a, ça va déterminer. Si tu es vraiment très influent, il va pas se joindre à toi. Fait que si tu es trop fort, il va pas avec toi. Parce que les Mouse Train, il faut qu'ils restent cachés. Hermiatus n'a pas d'intérêt à se montrer au grand jour plus qu'il faut. Il fait partie de la ruche, on s'entend. Quand je dis Hermiatus, c'est pas une personne qui pense comme ça. Il est l'expression du Mouse Train, du culte. Fait que c'est vraiment très... c'est surnaturel. C'est comme si c'était quelque chose de possédé par un Hive Mind corrompu qui désire sortir de Hive Secundus. Fait que là, on est dans le moment dans l'histoire où les Mouse Train ont réussi à sortir de Hive Secundus à petite dose. Et les Enforcers dans Hive Primus ont découvert des traces de Mouse Train dans Hive Primus. Ouais. Fun fact, le Dust Wall, donc pour ceux et celles qui ne sont pas trop au courant, dans le fond, Hive Primus est d'un côté, Hive Secundus est de l'autre. Et quand ils ont voulu la bombarder puis empêcher le Gene Stealer Cult de sortir, ils ont créé un mur entre, qui s'appelle le Dust Wall, dans le but d'empêcher de sortir. Le problème, c'est que quand ils ont bombardé la cité, là,
ils n'ont pas tout tué. Les bébites qui sont en dedans de ça sont fortes psychiquement, sont fortes physiquement, puis veulent absolument survivre. Quitte à s'adapter à un environnement plus qu'hostile, ben, ils ont creusé. Et là, on rentre dans une espèce de Skaven d'Age of Sigmar. Dans Necromunda, tu as essayé d'éradiquer des rats qui se sont cachés. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Tu as envoyé des gens pour pouvoir voir s'ils étaient morts. Ils les ont corrompus. Ils sont devenus de plus en plus grands, plus en plus forts, plus en plus populeux. Puis là, ils ont commencé à creuser pour aller étendre parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient s'étendre. Fait qu'ils ont creusé tellement loin qu'ils peuvent passer de l'autre côté du Dust Wall, possiblement. Ça, c'est le moment de l'histoire où ce qu'on est rendu maintenant, c'est qu'on a des indices qu'ils existent à l'extérieur. Dans le livre de campagne de Book of Desolation, une suggestion qui est faite, je ne me rappelle pas exactement du wording, c'est les Mouse Train ont plus de logique à exister dans Hive Secondus. Fait que si vous faites des campagnes dans Hive Primus, c'est peut-être moins approprié. Fait qu'il y a quand même un certain guide. Les Ferrymen dont je parlais tantôt, qui s'occupent du market, du transport, ont des stats. Ils ont des modèles. Tu peux les embaucher et les mettre dans ta gang. Moi, alléluia. Genre, j'ai tout. Il y a tout là-dedans. Cette campagne-là me parle à un point pas besoin. Mais toi, qu'est-ce qui te parle plus, la campagne qui est fermée du premier livre, ou tu veux faire ta propre campagne avec toute l'info que tu as? C'est une bonne question parce que je suis toujours un peu tiraillé entre les deux. J'ai pas assez d'expérience dans Necromunda. C'est rare que je vais dire ça. Habituellement, quand je me lance dans quelque chose, je fais whatever. Je vais apprendre, je me lance, je m'en fous. Mais l'univers me tente tellement que j'ai envie de l'expérimenter en dose qui va être digérable. Puis j'ai mentionné dans le dernier épisode qu'avec la naissance d'un bébé qui s'en vient, j'essaie de manager mon horaire, mon énergie, la job, tout le kit. Fait que j'ai tendance à réduire les projets. Fait que faire une campagne de Necromunda avec le Book of Desolation, j'aurais vraiment envie de le faire. Mais je pense que j'ai besoin de plus d'expérience pour bien le faire. Fait que je commencerai avec celui de la boîte. C'est la raison pour laquelle je suis en train de finir de peindre la boîte. Mais au lieu de jouer sur le board en papier, puis que les délimitations des murs puis les délimitations des objectifs soient faites par les petits carrés rouges qui ont mis sur le board en papier qui vient dans la boîte, ben, ce serait de prendre les tuiles de zone mortalis qu'on a peintes pour le Warcry d'Halloween, prendre les terrains de zone mortalis qu'on a utilisés pour le Warcry d'Halloween, et prendre les terrains de Data Crystals, qui sont les objectifs de la campagne de la boîte, et de peindre ça pour pouvoir les mettre. Fait que dans le fond, c'est faire la campagne, mais de prendre des vrais terrains avec les vrais objectifs, avec les vrais boards, pour pouvoir les refaire comme dedans, parce que dans le fond, les scénarios te disent quoi mettre. Les quelques scénarios qui sont dans la boîte, ils te disent où mettre les terrains, ils te disent où mettre les murs, parce que dans le fond, ils sont sur le papier. Fait que tu as juste besoin de... Tu prends ton papier, ça, c'est le déploiement numéro 1. OK. Tu prends tes boards, c'est une représentation des boards. Fait que tu fais juste copier qu'est-ce qu'il y a sur le papier. Puis là, pour les Warbands, j'imagine, si on utiliserait les Warbands que tu as de... Les autres utilisent les Warbands de la boîte. Ouais. Dans le fond, tu as une dizaine de Tech Hunter plus 2 Horus Spire. Parce que ça aussi, c'est une affaire qui est cool. C'est qu'ils ont amené l'idée que ça te prend un noble un peu crazy qui est dans un suit genre de Iron Man. Le suit, il subgrade au fil du temps, plus qu'il tue de choses. C'est comme si le suit était comme un peu intelligent, genre. Fait que le suit, il en veut toujours plus. Fait qu'il compte les kills. Il veut toujours tuer plus. Puis quand tu regardes les modèles, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est impossible de piloter ce suit-là en ayant tes jambes. En ayant tes bras. Fait que quand tu regardes le modèle, il y a tout jusqu'à ici, genre. Ah, il se coupe les... Ah! Puis après ça, il est plugué dedans. Puis même chose pour les jambes. Ça bloque au niveau du tibia. Puis il est plugué dedans. Puis c'est ça. Fait que là, les Tech Hunter
vont dans High Secondus pour aller chercher de la technologie. Les Spire, les nobles un peu fous qui sont là pour faire leurs preuves, mettons, puis ils veulent devenir des princes de la House Elmore, fait qu'ils veulent faire leur prestige puis leur place. Ils vont leader un groupe de Tech Hunters dans le but d'aller dans High Secondus, puis ils sont codépendants. Parce que dans le fond, le Horus Spire pourrait peut-être survivre tout seul. Peut-être. Mais ça y prend des appâts. Ça prend des gens autour de lui pour pouvoir attirer les bébites pour qu'ils sortent de l'ombre pour que lui y tue. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est tuer. Puis les Tech Hunters n'ont pas assez de puissance de tir et d'instinct animal pour pouvoir chasser comme les Mouse Train chassent. Fait qu'ils ont besoin du noble dans son suit pour pouvoir les défendre. Et les deux sont complètement conscients qu'ils dépendent l'un de l'autre et qu'ils veulent pas être ensemble. Fait que le narratif de ça est vraiment cool. Ouais. Puis après ça, t'as les Mouse Train. Fait que je commencerai avec la boîte de Hive Secondus, mais pour pouvoir plus connaître l'univers, il y a une très belle description dans la boîte de Hive Secondus. Je la suggère à tout le monde. Les kits sont beaux. Le lore est vraiment bien fait. Les règles sont up-to-date. Fait que pour vrai, ça vaut la peine. Mais mettons que t'aimes vraiment ça, puis là, t'écoutes l'épisode, puis tu fais comme, OK, mais pour vrai, tu me l'as vendu. Là, c'est correct, là, j'ai le goût de le jouer. Là. Book of Desolation t'en donne beaucoup plus. Les Ferrymen, t'as quelques pages, genre, qui te parlent des Ferrymen, puis du principe d'économie, puis de trade, puis du Dust Wall, puis comment ça fonctionne, puis dans le livre de Hive Secondus de la boîte, t'as plus un paragraphe sur les Ferrymen, genre. Fait que c'est plus restreint. Ouais, c'est ça. Fait que... clairement que j'ai plus lu là-dessus que vous, là, mais là, j'en ai parlé durant comme 40 minutes. Ouais, mais c'est dans ma prochaine to-do list. Là. OK. Quand tu vas embarquer là, j'imagine après le temps des fêtes, moi j'avais commencé à lire justement le livre de la boîte. Et à suivre après. Ça me tentait plus qu'Age of Sigmar. Je voulais aller dans Scaven Tide, il faudrait un jour que je ramasse ma boîte. Mais comme t'es parti en mode Necromunda, c'est ça. Ouais, je sais pas pourquoi mon cerveau il va plus vers le skirmish ces temps-ci. Je me pose la question depuis un bout de temps. Mais c'était même avant la grossesse. Mais on dirait que mon cerveau a vraiment comme cette envie de mix de roleplay puis de développement. Bon, on a déjà eu la discussion. On pourrait même peut-être l'avoir plus longtemps à un moment donné. Mais... moi, exemple, et justement, c'était plus pour le lore, parce qu'il y avait quand même eu un changement. Mais moi aussi, je suis bien plus en mode, j'ai plus envie de faire des warbands puis de jouer à plus petite échelle. Pour, comme tu dis, un peu le feel scénario, jeu de rôle. Tu sais, on a eu du fun à préparer des trucs de Warcry. Puis au final, Oui. en termes de déploiement et tout, c'était comme une game d'Age of Sigmar, mais c'était comme en plus petite échelle en termes de... c'était des warbands, c'est surtout le décor que nous, on a fait. Puis d'habitude, pour avoir le même genre de truc, il aurait fallu que le monde amène des armées. Souvent, ce qui arrivait, comme même avec le Grand Clash, ben, c'est, tu sais, ça devenait dur à gérer parce que là, c'était comme des... tu voulais pas que le monde amène une full armée, mais tu voulais qu'il amène une armée parce qu'on jouait à un jeu de masse. Fait que là, on dirait que depuis qu'on est comme en mode... ben, qu'on a aimé beaucoup le système de Warcry, ben, c'est comme simplicité, jeu de rôle, et en même temps, on reste plus dans l'esprit du jeu, tu sais, qui reste un jeu de skirmish versus qu'on essayait des fois, je pense, de dénaturer les jeux de masse. Fait que je sais pas. Moi, ça me parle plus, mais on verra avec Necromunda aussi, ce que ça va donner. Parce que Necromunda, on s'entend, c'est beaucoup le lore qui t'a parlé, puis les images, puis l'artistique autour. T'as comme convaincu de la mécanique qui, historiquement, te tentait moins. Mais moi, je vois ça, là, je suis en amour. Ça me dit tout ce que j'ai besoin. Je suis curieux, là. Tous les goûts sont dans la nature. David. Je suis curieux. Warcry, c'est dans les jeux, en guillemets, les plus récents de Game Workshop. Fait qu'il y a quelque chose de très moderne. Puis, dans le fond, c'est un jeu simple qui se joue vite, qui se joue rapidement. Pas trop complexe, puis les différences avec les warbands sont pas énormes. C'est vrai. Necromunda, c'est un très bon jeu, et plus old school dans ses règles.
C'est comme la différence entre le dernier Donjon Dragon pour les jeux de rôle puis Shadowrun ou faire une fiche, c'est l'équivalent. Quand tu fais une fiche de Shadowrun, tu prends toute ta soirée pour faire ta fiche de Shadowrun, puis c'est des calculs, des trucs. Necromunda, c'est épais, puis c'est dense en termes de règles. Fait, comment tu vois ça? Quand tu prépares mentalement. Je pense, je ne me rappelle pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça, mais en toute transparence, au mois d'octobre, j'étais censé jouer ma première game de Necromunda complète. Avec Phil, on avait déjà fait une démo, là, plusieurs années, genre avant la pandémie. Ouais. Pendant la pandémie, on avait parlé de refaire du Necromunda, mais à distance, avec des caméras, prendre des modèles, whatever. Puis David avait commencé à travailler sur une campagne avec un thème vraiment cool. Tu l'as pas jeté, David, je suis encore intéressé. Oh! Fait que ça, c'est encore sur la table pour moi. Puis là, on a encore plus de terrain de fait. On a une zone mortaliste. Je veux dire, on a plein de shit de prêt. Ouais, on a la base, c'est ça qu'on disait. Là, on peut juste rajouter des extras quand on a une idée et qu'on veut jouer un certain type de scénario. Tu sais, on a déjà la base. Là. Après ça, si on veut plus de murs, des décors hauts, comme tu dis, des data stacks ou un market, le stronghold. Tu sais, on peut y aller par option selon les projets. Tu sais, la grosse base est faite. C'est ça qui est le fun. Puis, ce que j'avais fait, c'est que j'avais reçu l'offre de Jean-Philippe. Si tu nous écoutes, Jean-Philippe. Allô? Oui! Allô, Jean-Philippe! Qui m'avait suggéré de me faire une démo à force de nous entendre parler de Necromunda, de me voir poster des affaires de Necromunda. Il m'avait dit « Hey, si t'as jamais joué, je peux te le montrer. » Puis, à ce moment-là, je travaillais déjà sur le Warcry d'Halloween, tu sais, fait que je disais, je suis un peu focus en ce moment là-dessus, mais j'aimerais vraiment ça. Fait qu'on essayait de se booker quelque chose, puis ça n'a pas fonctionné malheureusement. Fait qu'on a mis ça sur la glace. Puis là, j'ai réécrit ce matin pour pouvoir dire comme, hey, pour vrai, j'aimerais vraiment ça là, d'ici genre la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines, là, si on pouvait s'organiser un moment pour que tu puisses me montrer comment jouer à Necromunda. Il a préparé les fiches des Warbands. Je vais jouer les Genestealer Cult. Il va jouer les Chaos Cultists. Il va pouvoir me montrer un petit peu plus les règles, me montrer un peu comment est-ce qu'on fait les fiches. Jean-Philippe a l'air super généreux et super fin, fait que j'ai vraiment hâte. Je consomme énormément de vidéos, sachant que je vais vouloir construire ma propre campagne, sachant que je vais vouloir aller là. Je suis déjà en train d'écouter beaucoup de podcasts puis beaucoup de YouTube, puis beaucoup de gens nomment ce que tu dis, David, qui est Necromunda, c'est un jeu qui est dense. Oui. Mais une des choses que j'ai beaucoup dénotées, c'est que les gens qui font du Necromunda, il y a des gens qui font du Necromunda parce qu'ils veulent tout mettre ce qui existe ensemble de Necromunda, parce qu'ils veulent faire plaisir à tout le monde, parce qu'ils veulent quelque chose de plus inclusif. Fait qu'ils disent oui à tout. Tous les livres qui sont sortis, on met tout dedans. On veut que tout le monde participe. On veut une communauté très large qui participe à mettons, on va appeler ça une ligue au lieu d'une campagne. Ça s'appellerait une campagne quand même, là, mais mettons, on va appeler ça une ligue. Et il y a un autre thinking qui semblait plus être le mien, qui est, on choisit une histoire, on choisit ce qui fit dans l'histoire, on restreint les choix, les cartes tactiques, les terrains, les warbands, on restreint des affaires, puis on s'en va vers cette histoire-là, puis on vit une expérience. On lui donne un temps limite pendant parce que ce qui est le fun dans Necromunda, c'est qu'il y a une période de pause qui est prédéterminée dans la campagne. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui manque énormément dans tout ce qui est expliqué de Games Workshop. Mais c'est imbriqué dans le système de campagne de Necromunda. Mettons, tu dis la phase 1 de bataille, mettons, de la campagne, ça dure 2 mois. Je donne un chiffre. Là. Il y a une down phase 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. C'est là que tes gars ils upgrade. C'est là que tu achètes des affaires. C'est là que tu embauches, que tu recrutes. Ça fait en sorte que quand tu as vécu un gros boost, que tu as joué des affaires, ça donne une chance au DM, l'arbitrator, d'écrire le reste de l'histoire pour le reste. Puis, c'est ce que j'avais fait pour le Warcry durant l'été, durant la campagne. Puis, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup le fait que quand on finissait, j'envoyais le résultat. Le résultat, c'était pas tant de points pour Gryffondor, puis tant de points pour... C'était pas ça. Ce que j'avais fait, c'était juste comme les Sylvanettes ont réussi X, donc voici l'histoire, ou les Warbands ont réussi à pénétrer dans la forêt et prendre plus d'espace. Les Sylvanettes doivent se retrancher, voici l'histoire. Donc, puis là, j'envoyais une petite page par courriel à tout le monde. Puis quand j'ai fait le Warcry d'Halloween,
j'ai beaucoup de gens qui me mentionnaient, je trouvais ça vraiment le fun parce que durant un mois que j'attendais avant l'autre game, je pouvais peindre ma warband, je lisais l'histoire que tu nous envoyais, puis là, j'avais hâte de vivre l'autre bout qui s'en venait. Puis quand je lis Necromunda puis le système de campagne, ça me fait beaucoup penser à ça. Il y a, dans le système d'imbriqué, il y a un moment d'anticipation. J'ai vécu du hype. On a terminé. J'anticipe, je prépare, je vis du hype. J'ai terminé. Puis tu peux faire ça durant 3 phases. Mettons, Hype Secondus, c'est basé sur 3 phases au lieu de 2. Okay. Habituellement, Necromunda est basé sur 2 phases. Fait que t'as un pause dans phase 2. De ce que j'ai compris, là. Je m'excuse pour ceux qui jouent à Necromunda qui sont comme « T'as rien compris! » Mais dans Hype Secondus, il y en a 3. Parce que dans le fond, tu es censé représenter le fait que les warbands vont de plus en plus profondes. Et dans les règles, plus tu vas profondément, moins il y a de visibilité. Et plus il y a de chances de roaming horrors, donc les Gene Stealer Cult, les Mouse Train Gene Stealer. Fait que les règles changent dans les scénarios selon la phase 1, la phase 2, la phase 3. Ça, c'est de base pour tous les scénarios que tu jouerais. Parce que c'est fait pour représenter l'atmosphère dans laquelle est-ce que tu te trouves. Même chose pour les choix de territoire. Tu es obligé d'abandonner les territoires d'avant. Alors que dans Necromunda, un système que les gens aiment abuser, c'est qu'ils vont choisir les territoires puissants. On s'en fout de l'histoire que ça raconte. On se fait à croire qu'on joue narrativement, là, mais on sait qu'on a choisi le bonus qui nous avantage. On a choisi ça. Il y a un downtime. Puis j'en ai choisi un autre qui m'avantage drôlement avec qu'est-ce qui était déjà le cas avant. Ben, dans Hype Secondus, ça n'existe pas, ça. Parce que narrativement, on raconte l'histoire que tu passes d'un étage à un autre, donc tu abandonnes le premier campement. Et tu roules random le campement sur lequel tu tombes, parce que c'est impossible pour toi de savoir dans quel genre d'environnement tu vas te trouver quand tu vas descendre dans les corridors ou dans les souterrains. Fait que tu tombes random sur quelque chose. Ça se peut que tu tombes sur quelque chose qui est vraiment très très fort pour toi, c'est possible. Mais il est aussi très possible que tu tombes sur quelque chose qui t'avantage pas tant que ça. Le pire qui peut arriver, c'est que ta phase de bataille, c'est 1 mois. Fait que dans 1 mois, tu vas changer et tu vas rouler pour un autre. J'aime ça. J'aime le fait que la warband découvre ce qu'elle découvre en même temps que le joueur. Tu n'essaies pas de maximiser des choix. Tu développes l'histoire au fil de la campagne. Ça, je trouve ça fun. Ça, c'est des affaires qui me parlent, puis c'est ça. Puis dans la campagne qui est ici, ils ont rajouté une affaire de plus. Au lieu d'avoir, mettons, des scénarios prédéfinis en plus petite forme, comme dans celui-là, parce qu'ils ont choisi les warbands, dans celui-là, dans Book of Desolation, ils te font, tu pars du Dust Wall, là. Fait que tu pars dans les Ash Waste, puis tu vas vers Hype Secondus. Fait que dans le fond, là où est-ce que ici, on commence déjà dans Hype Secondus, fait qu'on est comme déjà en train de descendre. Dans oui. OK, mais si tu commences dans le Ash Waste, peux-tu commencer avec des Mouse Train dans le Ash Waste? Non, il n'y a pas de roaming horror, si je me rappelle bien, dans le premier, ou il faudrait que je regarde, là. Non, dans les premiers scénarios, il y a... OK, c'est pas un warband. C'est pas un... Ça peut, pas un gang. Ça peut être un gang, parce que là, il faut se rappeler, t'es dans le désert, l'autre bord du Dust Wall. Ouais. Donc, t'es à l'endroit où, là, je sais pas si je peux trouver la map, là, mais... Ouais, okay. T'es ici, là. OK. Fait que t'es à un endroit où il y a des Mouse Train qui sont sortis de Hype Secondus. Fait qu'il pourrait avoir des gangs de Mouse Train. Fait que tu peux jouer la campagne en étant des Mouse Train aussi? Oui. OK. Oui. Fait que de ce que j'en connais, là, okay, je m'excuse d'avance si j'ai pas tout nommé les nuances, là, mais oui. Et quand tu joues les scénarios, les premiers scénarios, quand tu les joues en ordre, il y a plus de terrain extérieur que de terrain intérieur. Fait que c'est moins zone mortaliste, c'est plus Ash Waste. Fait que c'est des terrains détruits à l'extérieur avec des poutres, avec des maisons en hauteur. Pour ceux et celles qui ont connu la boîte d'Ash Waste, là, il y avait plein de terrains qui c'était comme des soucoupes qui te protégeaient du soleil puis des effets nucléaires de l'environnement. Puis il y avait comme des trottoirs ou des ponts suspendus. Ouais, c'est ça, exactement. Des ponts suspendus qui connectaient.
ben, il y a plus de ça au début avec des containers puis des tentes à terre qu'il y a de terrain zone mortalis. Mais plus tu vas dans les scénarios vers la fin, plus tu joues à l'intérieur de Hive Secondus. Fait qu'il y a comme une évolution dans tes affaires. Puis c'est la raison pour laquelle j'avais acheté la boîte d'Ash Waste. C'est que j'avais déjà les terrains, j'en voulais plus. Pour pouvoir faire plus de tables, plus de thèmes, plus d'affaires. Mais aussi parce que je voulais avoir plus de règles, plus d'inspiration sur c'est quoi les Ash Waste. Moi, j'ai pas lu c'était quoi les Ash Waste. Fait que quand on me référait à des histoires de Dust Wall et de Ash Waste, j'étais comme j'en veux plus. Je veux savoir plus qu'est-ce que c'est. Fait que là, tu vas jouer des véhicules dans les premiers scénarios. Dans les derniers scénarios, il y a moins d'espace pour pouvoir jouer des véhicules parce que t'es pogné dans les petits corridors dans les souterrains. Fait que c'est ça. Moi, c'est ça. J'aime vraiment beaucoup. Là, je sais que l'épisode, on est rendu plus loin. J'ai aucune idée ça fait combien de temps que je parle. Mais c'est souvent ça qui arrive quand tu es excité. Mais donc, à suivre en 2025 ou dans un futur épisode pour quand ça va continuer à se cristalliser dans ta tête. Ouais. Ou tu penses que tu vas, si on conclut là-dessus, tu penses que tu vas rester proche du matériel de la campagne ou tu risques de diverger quand même? Comme je commence par ça, je vais rester là-dedans. Honnêtement, je veux me donner une chance de vivre l'expérience complète, de dire je vais jouer ce qu'on me propose, je vais prendre de l'expérience, je vais prendre des notes sur ce que j'aime de ce que j'aime pas. Comme quand j'ai joué le premier game de Warcry. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est un peu comme Warcry au début, c'est qu'on avait fait un truc, puis après ça, tu as fait ta campagne qui était plus à ta sauce. Ouais. Ça peut un peu être la même chose parce qu'elle est vraiment framée, mais après ça, narrativement, elle peut aller aussi vers, tu sais, elle est plus basée sur Hive Secondus. Après ça, tu peux aller vers le reste avec le Book of Desolation. Fait que ça fit aussi, tu sais, en tout sens. Comme si avec ton bras, tu t'enlaçais. Mais j'ai envie que les gens trippent aussi. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont tendance à vouloir faire des campagnes tellement inclusives qu'ils n'ont pas de saveur. Il n'y a pas vraiment d'histoire. On essaie juste de dire oui à tout le monde. Mais c'est correct. Mais dans un roman, il y a des personnages principaux, puis il y a des personnages secondaires, puis il y a des personnages qui ne sont pas là. C'est correct. Dans les Avengers, là, il y a eu une couple de films avant qu'ils soient tous ensemble. C'est comme ça que je le vois, moi. Fait qu'à un moment donné, c'est le fun d'avoir un objectif commun puis de dire ce qui nous fait triper, c'est qu'on raconte ça. C'est ça qu'on fait. Je donne un exemple historique, mais Waterloo, c'est Waterloo. Ouais. Si je veux mettre des loups-garous là-dedans, ça devient Silver Bayonet. Mais sinon, c'est ça qu'on joue. C'est ça qu'on fait. On veut avoir du fun avec ça. On pourrait être inclusif en rajouter d'autres quand on sera rendu dans une autre guerre, mais là, c'est ça qu'on fait. Là, fait que c'est quoi les 4 warbands pour que je me choisisse de la première campagne? Là? C'est Spire. Là-dedans, c'est la warband des Tech Hunter. Fait que c'est des Vansar Tech Hunter. Si tu achètes le kit Vansar Tech Hunter, tu as tout ce qu'il faut là-dedans. Si tu achètes les Mouse Train Gene Stealer, la boîte, tu as pas mal tout ce qu'il faut là-dedans. Puis sinon, les Horus Spires, la campagne qui est là-dedans est basée selon le fait que tu vas en avoir un ou deux qui lead tes Vansar Tech Hunter. Fait que si tu achètes la boîte, ben, tu as tout ce qu'il faut. C'est fait pour que ça soit self-contained. Si tu as prévu y aller à la pièce, ben, ça serait d'acheter les Horus Spires, que tu vas utiliser peut-être un des deux, ou les deux. Puis les Vansar Tech Hunter, que ça, tu vas toutes les utiliser. Puis les Mouse Train. Ouais, les Mouse Train, je pense, sont toutes en une boîte, si ma mémoire est bonne. Il y a peut-être une boîte. Combien il y a de Brood Scum dedans? Attends, il me la redonne pas. Les Brood Scum. C'est une autre boîte. C'est ça, exactement. Tu as une deuxième boîte, c'est ça que je me disais. Les Brood Scum, quand tu achètes Hive Secondus, tu en as 8 dans la boîte parce que c'est des kits de 4. Dans le fond, c'est que le kit de Gene Stealer Mouse Train vient avec des têtes d'humains corrompus sur le sprue. Puis le kit de Brood Scum, c'est les Hive Scum, qui était une boîte qui existait déjà de 4 modèles. Puis tu vas juste remplacer la tête par la bits qui t'est mis dans le kit de Mouse Train, c'est fait pour. Fait que quand tu achètes le kit de Hive Secondus, ben, t'as tout. Puis même dans le guide, ils te disent, prenez la tête ici, prenez la tête là. Puis fais juste le mettre sur le gars, parce que le reste du modèle, ça reste le même modèle. Fait que ça te prend 2 boîtes et 2 bords, dans le fond. Si j'avais une suggestion à donner, achetez la boîte d'Hive Secondus. Ouais.
C'est ça que je suis en train de me dire. Honnêtement, ça vaut. Les kits sont 70 peut-être, cher? 60? Fait que tu sais, 60 2 fois d'un bar, t'es rendu à 120. T'es rendu déjà pas trop loin du prix de la boîte, là. Fait que, voilà. Si au pire, David puis Phil, vous voulez vous séparer une boîte d'Ive Secondus, vous pourriez checker ensemble si vous voulez pas jouer les mêmes gangs. Sinon, si vous n'avez pas envie de l'acheter, vous avez juste envie de jouer la campagne, je vais les avoir faites. Fait que, voilà. Ben, j'espère que ça vous a inspiré, autant David puis Phil, là, ce que je vois Phil est déjà en train de se remplir un cart. J'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a peut-être donné envie de vouloir découvrir un peu plus Necromunda. Je sais qu'on a vraiment focus sur Necromunda Ive Secondus. J'essaie d'en apprendre plus sur le reste de l'univers de Necromunda. J'ai juste pas assez de connaissances pour pouvoir vous en parler avec autant de passion que ce que j'ai aujourd'hui, mais j'en découvre vraiment beaucoup plus puis je trouve ça de plus en plus le fun. On dirait que le côté ganger qui me gagnait pas du tout avant, gagner. Oh. Maintenant commence à me gagner. On s'en parlera en Secondus épisode quand on sera sorti de la hype. On verra c'est quoi qu'on a aimé et pas aimé. Exact. Fait que, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, les gars? On est correct? On est rendu là? On est rendu là. Eh bien, merci tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé l'épisode, comme d'habitude. Donc, en conclusion, l'épisode sort à chaque semaine, donc, ou presque. On a à peu près un épisode qui sort à chaque semaine. Vous pouvez trouver les épisodes sur Spotify, sur Balado Québec. Vous pouvez aussi nous trouver sur YouTube, évidemment. Soirée Peinture. Donc, si vous nous regardez en ce moment, hello! Il y a un concours que David fait à chaque épisode. David, je te laisse l'expliquer rapidement. Ben, tout simplement, c'est un concours qui se passe sur YouTube. Si vous allez commenter notre épisode en devinant la couleur à quelle couleur de pot de peinture le chandail de Kevin est lié, vous l'écrivez en dessous de l'épisode en commentaire. Puis si vous avez la bonne couleur, on vous mentionne au prochain épisode. Voilà. Et ben là, j'essaie de vous donner un job facile aujourd'hui. Hein? Puis vous avez 2 épisodes. Vu qu'on en enregistre 2, vous avez 2 épisodes. C'est vrai, vous avez 2 chances. Donc, épisode sur YouTube, sur Spotify, sur Balado Québec. Vous pouvez aussi mettre like, pouce, share. Je vais même pas être honteux de vous le dire. Et on a aussi les médias sociaux, donc Soirée Peinture, le Balado, qui est la page Facebook officielle où est-ce qu'on met les épisodes, on met les événements. Donc, les prochains qui vont venir, on va avoir d'autres événements pour vous. Vous allez pouvoir les voir là-dessus. On a aussi Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe où est-ce que les gens partagent leurs projets, où est-ce qu'on a, par exemple, le mardi PEC, le mardi projet en cours, où est-ce que les gens partagent leurs projets, ils partagent des trucs de peinture, c'est vraiment le fun. Puis, on a aussi soirée.peinture, qui est notre Instagram. Sur ce, j'ai juste une chose à dire. David? Bonne soirée peinture. Phil? Secondus. Je suis sûr que tu allais dire ganger. Bravo. Bonne soirée peinture!